En France, alors que la loi a fait du logement un droit, près de 4 millions de personnes seraient toujours mal logées. Derrière ce chiffre se cachent des réalités très diverses. Certains vivent à la rue, en squat ou en bidonville. D'autres ont un logement, mais un logement insalubre qui ne leur permet pas de vivre avec le confort élémentaire et dégrade leur santé. Parmi les habitants de ces logements insalubres, près de la moitié sont des propriétaires. En 2015, Grégory s'est installé à une cinquantaine de kilomètres de Bordeaux, en Gironde. Réfugié politique, arrivé de Russie il y a 17 ans, il a mis toutes ses économies dans l'achat de sa propriété. Avec sa femme, ils ont même planté un potager luxuriant qui leur fournit des légumes presque toute l'année. Pour cette vie proche de la nature, Grégory a sacrifié son confort. S'il dispose d'eau courante dans la maison, il n'y a pas de salle de bain. Du coup, c'est la débrouille en toute saison. C'est mon douche. Et l'été, j'ai mis un réservoir à eau. Et comme ça, le soleil il chauffe. Et je douche ici. Mais l'hiver, je chauffe de l'eau et je me douche. Il fait froid? Un peu. En achetant cette maison, Grégory a voulu réaliser son rêve, vivre dans une maison de campagne. Mais pour qu'elle soit réellement habitable, elle a besoin de travaux. Il peut compter sur l'aide de son fils de 25 ans pour les réaliser. En plus, Zachary est menuisier. Il n'y a pas d'assainissement, il n'y a pas de chauffage, donc il faut tout recréer, toute l'isolation, les fenêtres, les ouvertures, enfin, tout ça fait partie des choses qu'il faut refaire. Pour financer les travaux que Zachary ne peut accomplir seul, la famille est accompagnée par une assistante sociale. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien, je vous fais la bise. Ça va? Ça va? Vous avez commencé les travaux alors? Oui, on a commencé un peu. Pour demander des fonds, prêts solidaires ou aide financière, Laurence les a aidés à monter des dossiers. Car si la maison n'a coûté que 37 000 €, les travaux d'assainissement vont coûter beaucoup plus cher. Donc ici, on est à 60 000 € de travaux. Tout ça parce que la famille va faire des choses par elle-même. Des démolitions ou après des peintures. Voilà. Il y a des postes de travail que la famille sait garder, elle, pour baisser le coût. Sinon, ça aurait été difficile à tout financer. On va faire maison aussi, très jolie. Oui. Merci. Surtout en sécurité, parce que c'est très dangereux chez vous, au niveau de l'électricité, la plomberie qui est inutilisable. Oui. Vous avez votre personne quand même qui est en danger. Grégory a eu un travail physique toute sa vie. Et il souffre aujourd'hui de polyarthrite rhumatoïde. Ses conditions de vie actuelles amplifient les douleurs et il a de plus en plus de mal à réaliser les travaux dont sa maison aurait tant besoin. Et voilà, c'est notre cheminée. Vous pouvez vous intoxiquer avec ça. Oui, parce que ça fume partout. Vous voyez les murs, ils sont noirs. Mais j'ouvre la porte. De toute façon, elles ne sont pas très étanches. Je dors ici. Oula, il y a eu un problème au niveau du plafond. Le trou aussi, le plafond, je suis monté à haut, il était pourri, je suis tombé ici. Ah oui, c'est passé à travers carrément? Oui. C'était très très sale et c'était mauvaise odeur parce qu'il y avait des animaux qui étaient, ou les chats ou les chiens. D'accord, oui, je comprends, oui. Voilà. Il a monté pour nettoyer, pour balayer un peu. Et comme ça, je suis tombé. Cet hiver-là, c'était dur. Parfois, il vient pour voir ses enfants à Bordeaux. Il dit je peux plus parce que c'est très dur. J'en ai marre pour se doucher à l'extérieur, pour faire la cuisine à l'extérieur. Il est très timide pour demander à quelqu'un de faire quelque chose. Il vient, il soutient tout ça dans sa tête. Et après, je vois qu'il n'est pas bien. Il faut faire quelque chose, il faut changer parce que c'est pas bien ça. Normalement, c'est le dernier hiver qu'il a passé. Tu veux que je te le mette tout? Zachary passe beaucoup de temps auprès de son père. Surtout depuis que sa polyarthrite s'est aggravée à cause des conditions de vie difficiles. Quand je fais de
Du travail, oui, c'est vrai que je suis fatigué, j'ai mal à la jambe, j'ai mal à dos, j'ai mal à bras. Et dans la maison aussi, il y a humidité. Qu'il ait de l'eau chaude, qu'il ait un chauffage, que ce soit sain. Ça le maintient dans la joie et puis l'envie de continuer. Après 2 ans de démarche pour obtenir les financements, le rêve de Grigory va finalement commencer à se concrétiser. Aujourd'hui, Laurence rend visite à Marie. Elle l'accompagne depuis quelques mois pour l'aider à réhabiliter la maison vétuste qu'elle a achetée il y a 2 ans et dans laquelle elle souffre du froid et de l'humidité une grande partie de l'année. Disons que quand j'ai dit Maison, alors elle a rajouté un chauffage supplémentaire dans toutes les pièces. là, actuellement, il fait 13 degrés. Malgré ses radiateurs, la maison s'abîme. Et le coup de peinture, ajouté par les anciens propriétaires, ne fait plus illusion. Il suffit de faire ça, il y a tout qui tombe. Marie découvre presque chaque jour de nouvelles dégradations causées par l'humidité. Il y a une nouvelle matière que j'avais pas vue. Regardez. Ah Une oui. espèce de mousse. Ça y était pas la dernière fois. Non, ça ça y était pas ça. Ah, mais il y en a plein là aussi, regardez. Qu'est-ce que c'est ce truc De la moisissure, moi je pense. Hein. Moisissure, courant d'air et humidité. Des conditions de vie difficiles qui aggravent la bronchite chronique dont Marie souffre depuis plusieurs années. Dès que la fraîcheur tombe, de suite, on a l'impression que l'humidité ressort des murs. Mais c'est vrai que là, depuis que je suis dans cette maison, je suis tout le temps prise. Comme si j'étais en permanence enrhumée, ça me retombe à chaque fois sur les bronches. Bon, je connais les symptômes, j'ai toujours les médicaments d'avance, mais là, je tousse beaucoup plus fort, je tousse beaucoup la nuit aussi. Depuis que je suis ici, c'est non-stop, quoi. J'arrête pas, des bronchites sur bronchites sur bronchites, c'est carrément piqûre de pénicilline. Quand Marie a acheté sa maison il y a 2 ans, elle venait juste de divorcer. Seule, travaillant à temps partiel, elle dispose à l'époque d'un budget très limité. Il fallait que je trouve quelque chose pour me loger. J'avais pas un budget énorme. On me proposait beaucoup des vieilles fermes avec 4 murs qui tenaient debout, même pas un WC, rien. C'est la seule maison que j'ai trouvée qui était habitable sur le moment. Je me suis pas précipitée, mais bon, on m'a mis un petit peu la pression. Mais il fallait que je me décide rapidement. Et c'est vrai qu'au mois de juillet, quand j'ai visité, tout était ouvert, la maison était fraîche, il faisait super chaud dehors, c'était super agréable. Et je me suis douté qu'il y avait quand même quelques travaux à faire, mais bon, je pensais pas de cet ordre-là, en fait. Comme Marie, face à l'urgence de trouver un toit, de nombreuses personnes sont contraintes de vivre dans un logement indigne, avec souvent des conséquences pour leur santé. Pour lui permettre d'assainir sa maison, Laurence, son assistante sociale, a monté un dossier pour obtenir des aides et des prêts solidaires. Les travaux devraient coûter près de 50 000 €. Donc il est prévu au niveau des travaux l'isolation des combles. Après on a prévu l'isolation des murs. Donc pareil au rez-de-chaussée, on va tout isoler. On va remplacer toutes les menuiseries. On a prévu aussi la mise aux normes de toute votre électricité. On va installer un chauffage adapté, c'est-à-dire qu'on vous installe un chauffage qui va chauffer toute votre maison. Une famille qui n'arrive pas à se chauffer serait 2 fois plus touchée par des bronchites chroniques qu'un ménage classique. À quelques jours de la fin de la trêve hivernale, plusieurs associations regroupées dans le collectif Un toit sans trêve se sont donné rendez-vous au centre-ville de Bordeaux. Estelle est juriste et bénévole à la mission squat de Médecins du Monde. Avec d'autres membres du collectif, ils ont voulu dénoncer la politique de l'État en matière d'expulsion des squats et des bidonvilles. Plusieurs sites risquent là encore d'être expulsés au début du printemps. Été comme hiver, expulser des habitants de leur domicile sans proposition alternative de relogement pérenne et adapté aggrave leur précarité et ne fait que déplacer le problème. Dans l'un des territoires les plus riches de la 6e puissance économique mondiale,
Le manque d'action ne s'explique pas par des raisons budgétaires, mais politiques. Je vous remercie. Depuis quelques années, Médecins du Monde a fait du droit au logement l'un de ses combats. On constate avec les expulsions des interruptions de parcours de soins. Par ailleurs, après une expulsion, on est en situation d'urgence, donc la priorité n'est plus une santé, on dépriorise sa santé. Et puis par ailleurs, on se réinstalle souvent dans des lieux encore plus précaires, avec des conditions de vie encore plus pathogènes. Outre le combat dans la rue, les équipes de Médecins du Monde interviennent aussi directement auprès des personnes mal logées. Après la manifestation, Estelle et un collègue prennent la route en direction de Talence, une commune qui jouxte Bordeaux. Et là, du coup, dans 600 mètres, après ça va à changer. gauche, on est d'accord après. Et après, ça sera à gauche. Après quelques minutes de route, ils arrivent dans un squat surnommé l'Ascenseur. Ces locaux, propriété de l'université, sont occupés depuis novembre dernier. Dans les anciennes salles de cours, vivent 150 à 200 personnes. Salut. Sur place, Estelle et Adrien retrouvent Jean-Luc, infirmier et co-responsable de la mission. Pendant qu'Estelle propose une orientation et des conseils juridiques à des demandeurs d'asile, les deux autres bénévoles vont évaluer les besoins de santé des résidents. Ce squat héberge de nombreuses familles, dont cette jeune Géorgienne et sa fille de 7 ans. Nous venons pour savoir si tout va bien au sujet de votre fille, les douleurs du ventre de votre fille, douleurs abdominales. En l'absence de traducteur, ils communiquent par téléphone pour prendre des nouvelles de la fillette qui avait des parasites intestinaux. Est-ce qu'elle a toujours mal à l'estomac et à l'abdomen? Non. Est-ce qu'elle prend ce médicament? Ah oui. Donc notre boulot, c'est de faire la transition entre leur situation de précarité et de santé non pris en charge pour les faire rentrer dans le droit et être pris en charge au même titre que les autres personnes. Cette jeune femme et sa fille ont trouvé ici un refuge précaire. Mais le lieu est menacé d'expulsion et comme tous les résidents, elle risque de se retrouver à la rue. Depuis l'ouverture du squat, les habitants se sont organisés pour vivre dans des conditions sanitaires les plus correctes possibles. Des bennes à ordures ont été installées et ils ont rétabli l'eau et l'électricité. Aujourd'hui, être expulsés les obligerait à tout recommencer. Donc là, on est déjà 200 personnes, mais tous les squats réunis, si on est tous expulsés, ça va déclencher un déplacement massif de personnes, des ouvertures un peu partout, de nouveaux squats. La plus grande problématique, c'est des enfants qui sont à la rue du jour au lendemain. Même pour nous, c'est très dur. Donc on essaie de se battre au maximum pour faire en sorte que non, ça n'arrive pas. À Bordeaux, de nombreuses personnes cherchent un toit où s'abriter. Les bénévoles et les salariés du Centre de Médecins du Monde essaient eux aussi de les aider à trouver des solutions. Vous êtes hébergé jusqu'à quand? Jusqu'à dimanche. Le risque qu'il y a, c'est que vous allez sortir de l'hébergement lundi matin. Il faudra appeler le 115. Le 115 dit qu'il n'y a pas de place et ça veut dire que vous vous retrouvez dehors avec le bébé. Pour cette jeune femme et son enfant, il existe un dernier recours. Lancer une procédure judiciaire d'urgence pour obtenir un hébergement. Mais cette démarche n'est possible que sous certaines conditions. On ne peut pas faire la démarche au tribunal aujourd'hui. Il faut d'abord que l'hébergement ait pris fin et que vous soyez à la rue avec le bébé. Et à ce moment-là, on peut contacter l'avocat pour essayer de retourner au tribunal. Parce que la petite, elle a quel âge du coup là? 6 mois. On pourra voir aussi s'il y a une possibilité de trouver une mise à l'abri en attendant que la démarche elle puisse être faite au niveau du tribunal. Donc en fait, il faut revenir ici lundi matin. On peut appeler le 115 ensemble si vous voulez. Et à ce moment-là, on verra ce qu'on peut faire. Ok? C'est clair pour vous? Ouais. Ok. Le numéro qu'ils vont appeler dans quelques jours, le 115, c'est le numéro de téléphone de l'urgence sociale. Il permet d'orienter les personnes sans domicile vers un hébergement. Mais faute de place, beaucoup restent à la rue. 2017 ? Sans hébergement fixe,
En errance constante, nombreux sont ceux qui développent une souffrance psychique. Au centre de soins, les patients peuvent consulter un généraliste, mais aussi des psychologues et des psychiatres. Quand on se retrouve en squat, on sait très bien que c'est transitoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va être exclu. Donc il faudra avoir un autre squat. À partir de là, quand on n'a pas cet ancrage fondamental dans un territoire ou dans une habitation, comment voulez-vous vous projeter dans l'avenir? C'est la porte ouverte à la dépression. De la même façon qu'une maison qui se lézarde, c'est la porte ouverte aux 4 vents et quelque chose, c'est les prémices d'un écroulement. Les problèmes de logement rencontrés par de nombreux patients entraînent aussi des insomnies. On sait très bien que si on empêche les gens de dormir, et c'est une des modalités de la torture par exemple, il y a des décompensations graves. Donc la première des choses, on est face à un paradoxe, c'est-à-dire qu'on nous demande un traitement pour dormir, on le donne, mais le meilleur traitement pour dormir, c'est de loger les gens. Dans les centres de soins de Médecins du Monde en France, 1/3 des patients reçus sont logés en squat, bidonville ou vivent à la rue. À quelques kilomètres au sud de Bordeaux, un bidonville est installé depuis 2015 sur la commune de Villeneuve-d'Ornon. Une trentaine de familles vivent ici dans des conditions précaires. Pour les 150 habitants du lieu, il n'y a qu'un seul point d'eau. Alors pour se doucher ou pour faire la cuisine, il faut remplir des bidons et les acheminer jusque chez soi. Léonard, président de l'association Eurom, un partenaire de Médecins du Monde, aide ces familles dans leur accès aux droits. Il intervient notamment auprès des Mourèches, qui cherchent depuis plusieurs années un appartement. On va chez le monsieur qui cuisine, le monsieur qui fait des bons plats. Le couple vit ici avec leurs 2 grands-enfants. Léonard vient souvent leur donner des nouvelles de leur dossier de logement. En attendant d'avoir un appartement plus confortable, la vie quotidienne s'organise à l'intérieur de cette maison de fortune. Qu'est-ce que tu cuisines? C'est mon mari, il fait des tripes. Ah, des tripes? Oui. Je vais mettre les patates. Tu vois les patates? On les met dedans et on mélange et on met de la crème fraîche. Et sinon ici, comment tu te sens? Tu vis dans de bonnes conditions? Ici, c'est la cuisine où on mange. Et là, c'est le dortoir où on dort. La cuisine où on est, et là, c'est où ils dorment. Voilà comment on dort. Je vais te montrer combien ils vont dormir dans le lit. Regarde, mes enfants ici, ma femme ici, et moi ici auprès d'elle. Mais vous dormez bien la nuit? Parce qu'en hiver, il fait froid, non? On fait du feu. Mais il faut se lever tout le temps pour mettre du bois. Oui, tout le temps. On fait du feu, puis on reste habillé, bien sûr. Je mets un gros bonnet comme ça, et c'est bon. Je suis couvert. Quand il fait froid dehors, tu dors habillé. Oui, habillé. Je me couvre d'un gros duvet, et puis je dors. Quand il fait froid, et puis qu'il gèle. Et quand il fait chaud? Ah, quand il fait chaud, on se découvre, mon gars. Et où est-ce que tu te laves? Au lac? Au lac? Non, on a un tonneau. Et où est-ce que vous vous chauffez l'eau? Là-bas. Mais quand vous l'amenez jusqu'ici, elle ne refroidit pas? Non, parce qu'il fait chaud. Oui, il fait chaud, mais l'hiver? Ah, l'hiver, c'est autre chose. L'eau se glace, mais on se lave moins souvent en hiver. Pour vivre dans de meilleures conditions et mettre sa famille à l'abri, Stănescu rêve d'une maison ou d'un appartement. Quel logement voudrais-tu avoir en France, dans tes rêves? Tu voudrais qu'il soit comment? J'aimerais un logement avec 2 chambres, avec une cuisine, une salle de bain pour qu'on puisse se laver, des conditions de vie normales, quoi. Tu veux que je te montre mes fiches de paye? J'ai des fiches de paye de mon travail. Moi, je suis un bosseur, je travaille beaucoup. Je fonce, moi. Comme de nombreux habitants du bidonville, Stănescu travaille dans la vigne. Avec ses revenus, il espérait pouvoir payer un petit loyer pour loger sa femme et ses enfants, dont un vit en fauteuil roulant. On a été visiter des appartements, on était très contents. Mais après, avant de signer le contrat, le bail, le propriétaire il nous a dit ben non, c'est pas adapté, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. La maison, c'était pas adapté à son fils et à sa fille.
parce qu'il y avait un escalier, les chambres c'était en haut. On s'est dit, pour l'instant on fait ça et puis après on verra trouver quelque chose d'adapté, mais au moins qu'ils vivent dans des conditions dignes. Comment tu t'es senti quand tu as appris que le propriétaire ne voulait pas vous donner l'appartement qu'on avait trouvé? Mon Dieu, ça m'a fait un mal fou. J'étais heureux, je me disais, je vais avoir une maison, je vais habiter bien, moi et mes enfants, ça sera différent, plus commode. Mais voilà. À cause de ce refus, la famille Mouresh risque de passer le prochain hiver dans le bidonville. Dans ces conditions de vie, il n'est pas toujours possible de faire attention à sa santé. Ça pèse beaucoup sur la santé, les problèmes de logement, parce que tant que tu es dans une situation précaire et que tu n'es pas stable, tu ne peux pas t'occuper de toi, de ta santé, suivre les soins, les rendez-vous médicaux. C'est difficile parce que tu n'es pas concentré vraiment sur ça. Ah non, elle a couché, oui. Chaque semaine, les équipes de Médecins du Monde rendent visite aux habitants de ce bidonville. Bonjour. Bonjour. Racha est médecin. Avec Laura, la traductrice, elles vont examiner ce patient qui souffre depuis 5 mois de douleurs au dos qui l'empêchent de dormir. Donc il y a des douleurs de dos, d'accord. C'est les douleurs de dos qui le réveillent la nuit quand il bouge, quand il se Oui, tout le temps ça me fait mal, madame. Ah d'accord, oui. Ok. Et donc quand vous prenez les médicaments pour la douleur, vous dormez mieux? Oui. Oui. C'est à quel niveau du dos que ça fait mal? Partout, madame. Donc depuis là jusqu'en bas. Et il faut que je bouge comme ça. Chaque matin, je fais de l'entraînement. Là, ça fait pas mal quand j'appuie. Pendant que Racha continue l'examen de son patient et cherche l'origine de ses douleurs, derrière les habitations, le reste de l'équipe va examiner la zone dédiée à la ferraillerie. Alban, assistant social de la mission, et Thierry, un infirmier puériculteur, évaluent les risques du lieu pour la santé des habitants. Après, il n'y a pas de déchets, ça reste de la ferraille principalement. Il y a des zones effectivement de travail où il y a tout un travail de recyclage et de récupération. Et Médecins du Monde avait sensibilisé les familles justement d'essayer de faire en sorte que ces zones de travail ne soient pas disséminées sur tout le camp et voilà, vraiment isolées, puisque les enfants jouent au milieu. On a des situations, des cas de saturnisme sur ces différents squats qu'on a identifiés pour certains, mais si on faisait un dépistage massif, on aurait un chiffre qui serait beaucoup plus important. Voilà. Le saturnisme, c'est une intoxication au plomb particulièrement grave chez les enfants. Il peut provoquer des retards de développement ou des troubles du comportement. On a constaté que, ne serait-ce que sur des changements de squat, des enfants qu'on a bien identifiés, de changer de lieu de vie, faisait par exemple baisser ce taux de plomb dans le sang. Donc l'environnement est vraiment important pour ces familles-là. L'idée, c'est vraiment d'avoir du coup une approche globale de la santé et du coup également prendre en compte les conditions de vie et l'environnement. Et donc au niveau de Médecins du Monde, on travaille effectivement aussi là-dessus, dans l'amélioration des conditions de vie, pour ne pas se retrouver après avec des maladies qui vont être liées aux conditions de vie des personnes. Alors que les équipes de Médecins du Monde continuent d'aller à la rencontre des habitants, une patrouille de la police municipale de Villeneuve-d'Ornon arrive dans le bidonville. En ce moment, les officiers viennent presque tous les jours pour inspecter le campement. Récemment, il y a eu de nouvelles arrivées. Ils passent donc observer l'état et la sécurité des cabanes et des caravanes. Bonjour. On est de Médecins du Monde. D'accord. Donc on intervient pour l'accès au droit, l'accès aux soins. D'accord. Tu dis qu'il y avait de quoi faire ici parce que c'est un peu la misère là. Après, le problème, c'est que dès qu'il y a une expulsion, les personnes se réinstallent ailleurs. On n'a pas le temps de travailler des projets un peu de stabilisation, de relogement et tout ça. Donc c'est aussi ça un peu la difficulté, quoi. L'idée, c'est pas de se maintenir dans des conditions comme ça, quoi. Nous, on passe souvent parce qu'on doit voir que c'est pas
trop de monde aussi qui arrive d'un coup. Généralement, on y passe quasiment tous les jours au moins une fois. Ok. Bon. Bonne journée. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alban profite de ce passage pour sensibiliser les officiers de police aux problèmes rencontrés par les personnes vivant en squat ou en bidonville. Les personnes qui vivent ici, là, elles ont fait 1, 2 ou 3 squats, 3 bidonvilles auparavant. Et elles se retrouvent ici, donc souvent dans d'autres communes, et du coup avec toutes les démarches en fait à reprendre à zéro. Donc il y a une vraie difficulté après pour l'accès au logement, pour se maintenir dans un travail, et pour les enfants qui du coup vont être déscolarisés, vont plus pouvoir aller à une école qui est trop éloignée. Donc en fait on maintient les personnes dans cette précarité-là, du fait d'une politique d'expulsion récurrente. Les équipes de Médecins du Monde essaient aussi d'aider les habitants du bidonville à réintégrer le système de santé. Un suivi médical rendu difficile par la précarité, des dangers liés aux conditions de vie. Le mal-logement affecte directement la vie des habitants de ce campement. En France, 16 000 personnes vivraient dans un bidonville. Hop, c'est parti. Oh, c'est bourré. Dans une toute petite rue du quartier des Halles, en plein centre de Paris, l'Agora ouvre ses portes chaque matin à 8h30. Ça va, monsieur Gilles? Et toi, ça va, Jumi? Bien, merci. Tu es revenu? Je suis revenu, je suis bien revenu. Ah, c'est bien, Jumi. Rebonjour, Céline. Salut Gégé, comment ça va? C'est Céline ou Cécile? Oh, Céline, c'est ça. Paulette. Ah, la reine des paupiettes. Ouais. Ah. C'est le plus grand accueil de jour de l'association Emmaüs en France, fréquenté quotidiennement par près de 200 personnes précaires ou sans domicile fixe. Ça va Hugues? Alors mon petit Julien, ça va? Vous êtes bien? Bien et toi? Parmi les habitués ici, Gérard et Gérard, dit les GG. On va prendre un café, la douche, laver le linge et causer avec eux. J'aime cet endroit-là. Ici? Ah, parce que les gens sont formidables, ceux qui travaillent ici. Ils te respectent, Pour moi, c'est ma famille ici. Permettre l'accès à des services de base comme un brin de toilette, un café chaud ou lancer une lessive, cela fait partie des missions de l'Agora. Allez, putain! J'en ai plein de motos là, gros. Et que tu commences à m'énerver dès le matin, toi. Y'a pas de. Putain, ta machine, je vais la faire exploser, moi. Tu n'auras plus de. Exploser, je te dis que je vais la faire. Ça fait 4 ans qu'on se connaît. Oui. Et on se rencontrait ici, hein. Oui. On était assis sur une chaise, puis je dis, ben non, on se regarde. Et il me dit, hey, comment tu t'appelles, toi? Ben, Gérard. Oh, qui me dit, moi aussi. Où c'est que t'es natif d'où? Qui me dit, ben, je dis de Lens. T'es un ch'ti comme moi, je viens de Béthune. Pas-de-Calais. Tout simplement. Et depuis, tu vois, on est comme frères. Et il y en a beaucoup dans la rue qui nous prennent pour des frères. Depuis ce temps-là, on ne se quitte plus. On est inséparables, même ici, de bord de l'heure, ils nous appellent les inséparables. Ah oui, oui, oui. Ensemble, on va partout ensemble, on mange ensemble, bon, on dort ensemble, enfin, façon de parler. Assistante sociale, éducateur spécialisé, juriste, ici une trentaine de travailleurs sociaux prend soin des gens de la rue, en particulier en cette période de forte chaleur, en ce mois de juin. Une période dangereuse pour les personnes qui vivent dehors. Pas trop chaud, ça va? Oh, 33 cet après-midi. Hein. Pensez à profiter de la douche. Hein. Ah oui, oui, oui. Pensez. Hein. Si vous voulez prendre plusieurs douches par journée, vraiment... Ah, vous fermez pas? N'hésitez pas. Hein, pour la canicule? On est ouvert non-stop. Tu veux un filtre avec? Non, moi j'en veux pas. C'est pour toi? Oui, c'est pour moi. Ouais, un filtre, merci. Vous avez bu de l'eau? Non. Pensez à boire, les gars. Ah oui, il y a la fontaine. Je peux prendre un gobelet d'eau? Ici, c'est piège. Parce que mine de rien, ici, il fait un peu frais. Et t'as vite fait de te retrouver déshydraté. T'as la fontaine, t'as des gobelets, il y a tout ce qu'il faut. Oui, je sais. Tout ce qu'il faut. Vraiment pour ça. Et pour la sortie?
Du coup, pour la sortie, vu qu'on va être en mode canicule même mercredi, du coup on a reporté la pétanque. Ah oui. Jimmy est éducateur spécialisé. Toute la journée, comme ses collègues, il répond à des demandes très variées. Alors, votre domiciliation et la domiciliation de monsieur. Donc voilà, tout est prêt, tout est signé. Donc elle est à compter du 15, donc ça y est, ça veut dire qu'elle est valide. Est-ce que vous voulez que je vous en fasse une photocopie? D'accord. 450 personnes bénéficient du service de domiciliation de l'Agora. Pour les papiers officiels et tout le courrier, leur adresse, c'est ici. C'est la base des démarches administratives. Au final, les personnes qu'on accueille ici n'ont pas de lieu d'hébergement, n'ont pas de chez eux, n'ont pas de boîte aux lettres. Et dans toutes leurs démarches, elles vont avoir besoin d'un endroit où elles peuvent recevoir leur courrier. Donc la domiciliation, c'est ça. Les femmes représentent un peu moins de 10% du public accueilli ici. Anne est une habituée des lieux. Sous tutelle pour incapacité, elle vit complètement marginalisée. Ce matin, elle est venue voir Jimmy parce qu'elle s'inquiète de devoir faire un bilan ophtalmologique. Non, mais est-ce que ça veut dire que c'est remboursé On en a déjà parlé ensemble, d'accord? Oui, mais là, dans ce sens. Anne est comme de nombreuses personnes en situation de précarité. Elle connaît mal ses droits en matière d'accès aux soins. Du coup, elle hésite à entamer des démarches auprès des médecins ou des hôpitaux. L'histoire du coût n'a aucune importance. Parce que pour qu'il y ait remboursement, il faut qu'il y ait avance de frais de votre côté. On est d'accord, hein? Si demain, voilà. Mais vous, c'est pas le cas. Vous avez une couverture maladie, vous avez la mutuelle. Donc il n'y a pas d'histoire de remboursement. Vous n'allez pas devoir sortir un seul euro. Rien. Même pas 5 centimes d'euros. Antoinette Salem est médecin bénévole à l'Agora. J'avais invité Anne à venir aujourd'hui. D'accord? Parce que Anne, elle est dans une dynamique où elle se dit qu'à un moment donné, ça serait bien qu'elle commence à s'occuper d'elle, à s'occuper de ses yeux, à s'occuper de ses oreilles, etc. etc. Oui, elle va s'occuper de son diabète. On en a parlé encore la semaine dernière. J'ai pris ce matin. Pour la première fois. Le docteur Salem connaît bien Anne, qui vient la voir en consultation régulièrement pour des problèmes très variés. Avec elle, comme avec ses autres patients de l'Agora, le médecin sait lire entre les lignes. Chaque semaine, il y a quelque chose de nouveau. Une fois, c'est un problème de peau. Une fois, c'est un problème avec les yeux. Une fois, c'est un problème avec ses pieds. Chaque semaine, elle trouve quelque chose. Au fond, je crois que c'est pour exister. Pour sortir de la transparence, se sentir malade, comme pour se sentir vivant. Le docteur Antoinette Salem est à la retraite depuis plusieurs années. 2 fois par semaine, elle vient bénévolement assurer des matinées de consultation pour les personnes de la rue. Et elle y est toujours très attendue. Waouh, vous avez changé de tenue là. Martine, vous me rappelez votre nom de famille? Je l'ai oublié. Bon, ils ont tous une fiche. Hein. Quand ils viennent en consultation, on fait une fiche. Combien de jours s'ils reviennent en consultation? Enfin, c'est le dossier médical, bon, succinct, mais c'est un dossier médical. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe, Martine? Vous avez cassé votre pied. Allongez-vous, que j'ai la jambe à portée de main, si je puis dire. Comme tout généraliste, le docteur Salem soigne des angines, des gastro et autres bobos. Mais ici, elle est souvent confrontée à des blessures multiples dues à des bagarres de rue. En tant que bénévole, j'ai jamais fait autant de pansements de ma vie. Dans la rue, la violence est si quotidienne qu'elle en deviendrait presque banale. Alors, il y a les pansements de bagarre. Il y a eu aussi un moment des pansements suite à des brûlures. Quand l'hiver, ils dorment sur des bouches de métro, ça peut occasionner des brûlures, et là, c'est embêtant quand même. Brûlures, gerçures, blessures, malnutrition. La vie dehors use les corps. Donc ça, des compresses et un petit peu de sparadrap pour les tenir. D'accord? Moi, ça va? Mais les troubles les plus fréquents sont surtout d'ordre psychologique. Est-ce que vous êtes déjà venu en consultation ici? Non, jamais. D'accord. Donc je vais vous faire une fiche. Et sont souvent liés à des questions d'addiction de tout genre. Enfin, au début, on m'avait donné des Dimovan tous les soirs, autrement je dors pas. Je fais des cauchemars. Avec ça, je dors 5-6 heures, autrement je dors pas. Alors le problème, c'est que quand on est à la rue, c'est pas bon non plus de prendre des somnifères. Moi, je peux pas vous prescrire de somnifères. En 12 ans de travail auprès des personnes marginalisées, le docteur Salem a appris à reconnaître les signes d'addiction, y compris aux médicaments.
Bon, c'est quelque chose qui est quand même dangereux, surtout si vous en prenez... Ça fait combien de temps que vous prenez de l'Imovan ou je ne sais quoi? Depuis l'accident, depuis Ronnie, j'ai eu un drame. Ma fille, ma femme brûlait vive, donc ça reste dans la tête. Je sais bien, monsieur, mais... Ça m'a amené à la rue et depuis, je ne dors pas. Je sais bien, monsieur, mais il y a d'autres manières de résoudre le problème que de prendre des somnifères. Mais non, il n'y en a pas. J'ai fait le tour de la question. J'en ai vu des psychiatres, des cellules psychologiques, des machins, des trucs qui servent à rien. Écoutez, si ça ne sert à rien, moi, le somnifère, non. Elle sait aussi comment garder son sang-froid. J'ai cru qu'il allait devenir extrêmement agressif quand j'ai refusé les somnifères. Le regard a changé, ça avait été des pistolets, j'en prenais plein la tronche. C'est quand même très dur, hein, la vie à la rue. Donc, oui, s'il est profondément endormi et assommé avec son médicament, on peut lui piquer ses affaires ou le tabasser. Ou il va être moins vigilant et moins capable de se réveiller au moindre phénomène un peu bizarre. À mon avis, c'est pas de somnifère dont il a besoin, parce qu'il vous dit « je ne dors pas, mais je fais des cauchemars ». Je pense qu'il a développé une certaine addiction aux médicaments. Alors j'ai dit non, il y a vraiment une espèce d'agressivité à peine contenue, hein, qui fait que, non, mais même pas, non, parce que je ne sais pas ce qu'il va en faire. Difficile d'accompagner des personnes dans des projets de vie quand l'emprise de l'alcool ou de drogue dure se fait sentir. Alors ici, la lutte contre les addictions est au cœur de toutes les conversations. Tu l'as vu ou pas? Comme ce matin pour Céline, assistante sociale, et Jérôme, éducateur spécialisé. Qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Rien. T'as consommé beaucoup? Ouais, c'est ça. Un peu? L'habitude, ouais. Ce jeune homme n'a pas encore 30 ans. Il boit 1 à 2 litres de bière chaque jour et consomme également des stupéfiants. Mais depuis quelques semaines, il envisage de décrocher. Tout le travail de l'équipe consiste à l'encourager subtilement. Tu manges un peu ou pas? Est-ce que tu manges en ce moment? Un peu. Parce que je trouve que tu as vachement maigri. Ouais. C'est important que tu puisses manger un peu quand même et prendre des forces. Parce que sinon ça va être dur de tenir comme ça. Moi, je trouve qu'on arrive quand même à discuter avec lui. Il y a des moments où il veut rien entendre, donc c'est plus compliqué. On l'a repris aussi par rapport à son comportement, parce que du coup, de par sa situation, il y a des accès de violence parfois, dû aussi aux produits qu'il consomme, où il ne va plus se souvenir. Il peut avoir un comportement plus ou moins agressif avec les personnes de l'équipe ou avec d'autres personnes qui fréquentent la structure. Et l'idée, c'est de reprendre ça avec lui, d'en reparler, parce que même s'il s'en souvient plus, il se souvient quand même qu'il a déconné à un moment donné. Et nous, l'important, c'est, pour continuer à travailler avec lui sereinement, c'est de reprendre ces choses-là et de mettre des mots dessus. La question de l'addiction va souvent de pair avec des troubles psychiatriques. Névrose, schizophrénie, troubles de la personnalité. Où mon sac, bordel de merde? C'est bon, t'as trouvé? Un tiers des personnes vivant à la rue seraient concernées. Il est comment ton sac, à quelle couleur? Des questions quotidiennes pour les travailleurs sociaux formés à exercer un accompagnement tout en patience et en bienveillance. Ah putain de merde! Merde! C'est son boulot, hein. Tu veux pas te mettre devant, comme ça va te rafraîchir. Hein. C'est un échange en fait. C'est-à-dire que nous on est là effectivement pour rendre des services, pour accompagner les gens dans leur parcours. Mais à travers ça, il y a la rencontre avec l'autre, il y a tout ce qu'on peut apprendre de l'autre aussi, de cultures différentes, de parcours de vie. Donc tous les jours, c'est un enrichissement aussi personnel. Mais ce qui est intéressant, c'est quand les gens reviennent nous dire, voilà, aujourd'hui, tout va bien, j'ai retrouvé un boulot, je me suis marié, j'ai des enfants. C'était un passage de ma vie, ça a été difficile. Aujourd'hui, ça va mieux. Et puis ce retour-là est aussi positif pour nous. Ça veut dire que notre mission a du sens. On a été utile à un moment donné à ces personnes qui sont passées ici. Il y a du soleil aussi. Il y a du soleil partout. Hein. Ah, on peut se mettre au plan d'eau. On va se mettre au plan d'eau. Impossible de trouver un coin de fraîcheur aujourd'hui pour les GG. Les températures dépassent les 35 degrés. En plein Paris, l'air est irrespirable. Ça va, Marie? Café? Alors c'est à l'Agora qu'il trouve un peu d'ombre. Le plan canicule est activé. Exceptionnellement, l'accueil du jour est ouvert plus longtemps que d'habitude. On ferme pas ce midi. Ouais. Donc t'as le temps, Hugues. C'est ouvert. Ouais, parce qu'il fait très très chaud aujourd'hui. Les équipes d'Emmaüs sont vigilantes. Les recommandations pour ne pas se déshydrater doivent être appliquées à la lettre. Vous allez bien? Vous avez une petite bouteille d'eau?
car ce public est tout aussi vulnérable que le sont les personnes âgées ou les bébés en période de forte chaleur. Bonjour madame le docteur, ça va? Vous allez bien? Bonjour. Enchanté, ça me fait plaisir, vous êtes là. Et pour le docteur Salem, la médecin bénévole, chaque consultation est aussi l'occasion de rappeler les gestes essentiels. Je sais que c'est la canicule, mais je sens... Alors, est-ce que vous buvez beaucoup d'eau? Oui, bien sûr. Il faut boire beaucoup d'eau là. Oui, bien sûr. Mais contrairement aux idées reçues, c'est l'été que l'on compte le plus de décès parmi les SDF. Les périodes de grosse chaleur sont pour les gens qui vivent à la rue beaucoup plus dangereuses que les périodes hivernales souvent. Elles sont plus dangereuses parce qu'il faut dire qu'une grande partie de la population qui vit à la rue s'alcoolise et que quand on s'alcoolise en période de canicule, il y a des déshydratations qui peuvent être beaucoup plus rapides. Et donc le conseil que je peux leur donner, mais ils s'en feront ce qu'ils voudront, c'est de boire beaucoup, mais de boire beaucoup d'eau. Dans l'alcool, il y a de l'eau, mais en plus, si vous voulez, ça réchauffe, ça modifie un peu le métabolisme et donc ça vous fait transpirer davantage, ça vous fait déshydrater. Ça peut amener à des comas, des malaises et des comas. Autre point à surveiller de près pour le médecin, les pieds, fragilisés par la chaleur. Alain est venu consulter parce qu'il a des douleurs qui l'inquiètent. Les pieds, c'est fondamental dans la rue. Quand vous êtes à la rue, vous ne pouvez pas prendre le métro quand vous êtes en dessous. Enfin, moi, c'est pas mon cas, mais enfin... Ah oui, quelqu'un qui ne peut pas marcher et à la rue, c'est dramatique. Donc c'est à ce niveau-là que vous avez mal. Et parce que c'est loin d'être un détail, le docteur Salem n'est pas la seule à veiller sur les pieds des sans-abri. Bonjour, vous viendrez pour les pieds? Toutes les semaines, Michel Loquet, socio-esthéticienne, organise un atelier de soins des pieds dans le grand hall de l'Agora. D'accord. Vous marchez beaucoup, hein? Je ne sais pas combien vous faites de kilomètres et vous avez quand même souvent mal aux pieds. Vos chaussures, vous n'êtes pas bien dedans, mais c'est pas facile d'en avoir d'autres, hein. Si nous, on était à leur place avec la chaleur et des chaussures très très vieillissantes, eh bien on serait vraiment content de faire des bains de pieds et de s'en occuper. Tout en dessous. Et on y va à fond. En cette période de canicule, ces ateliers ne désemplissent pas. Oui, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Vous n'imaginez pas, on sent mieux. Ça aide à supporter le choc. On va dire ça comme ça. Il faut bien penser à s'essuyer entre les orteils pour éviter la mycose. C'est un petit champignon. La socio-esthéticienne est très attentive à la santé des SDF et n'hésite pas à les orienter, si nécessaire, vers le podologue et le médecin de l'Agora. Prendre soin de son corps, souffler un moment, retrouver une dignité, c'est le but des ateliers esthétiques que propose Michel. Au sous-sol, avec Camille, elle prépare un moment de détente réservé aux femmes. Alors, Boujena, en fait, elle est en train de faire sa lessive. Boujena est nouvelle et elle aimerait bien participer, mais elle ne peut pas prendre le risque de laisser son sac d'affaires à l'étage. L'animatrice cherche donc une solution pour elle. Voilà, c'est Lucas qui l'a descendu pour vous. Et je sais pas comment on va le remonter. Dans ce caddie, il y a toute la vie de Boujena. Ses vêtements, mais aussi ses papiers, ses photos, ses médicaments et son argent. Si tu fais un atelier comme ça en te disant bon bah je vais faire ça, ça va être génial, etc. mais que tu penses à des gens comme nous qui avons des maisons, etc. tu te gourres, t'es à côté. Donc là, si je lui dis ah bah non, je descends pas votre bagage parce qu'il reste trop lourd, je la prive du truc, c'est impossible. De même, elles arrivent un peu en retard. Mais parce que parfois, elles déjeunent dans un restaurant social à l'autre bout de Paris. Si je lui dis bah non, il est 14h22, je vous prends pas, c'est juste pas faisable quoi. Au début, j'étais un peu psychorigide, et puis je me suis détendue avec le temps. And are you alone here, or do you have a family? No, I'm alone. You're alone. But you want to stay? You like it? Yeah, I like it. I want to stay here. Want to try. She wants to try. Alors qu'elle travaillait depuis 10 ans dans la publicité, Camille Perlès a choisi de diviser son salaire par 4 pour s'investir auprès des gens de la rue. Et avec Michel, elles offrent bien plus qu'on ne pourrait croire. Quand une personne a été plus ou moins longtemps à la rue, elle a perdu son estime. Elle n'est plus regardée par personne. Souvent, elle se laisse aller. Apprendre à se maquiller, c'est retrouver son estime, s'aimer, avoir plaisir à regarder dans le miroir. Chaque semaine, quand Boujena ou Aïssatou se regardent dans le miroir, elles reprennent confiance en elles et elles oublient tout.
La brutalité de la rue, la violence des hommes, les nuits sans sommeil en recherche d'un toit. Nous sommes avec nos stress. Chacun a ses problèmes. Mais c'est quand on vient à l'atelier, quand on vient ici, on se débarrasse. Moi, j'ai mon problème de santé. Mes enfants sont loin de moi. Je suis toute seule. Et grâce à cette belle femme, on est bien traité. On arrive à oublier beaucoup de choses. C'est grâce à... C'est tout. Ce dont je suis fière, c'est qu'on fasse quelque chose qu'il n'y a pas ailleurs. Voilà. C'est qu'elles soient traitées comme des reines pendant 1 heure. Voilà. Que ces femmes-là, que les gens ne regardent pas dans la rue, qui dorment sur des matelas pourris dans des endroits merdiques, ici, c'est des reines. Et messieurs, demi-tour, 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 demi-tour. On t'attendait. Hein? On t'attendait. Bah, mais tu m'attendais en partant? Non, mais on allait à la rencontre. Allez, venez. C'est longtemps qu'on s'était pas vus, nous. Pour 15 jours. Bah, j'étais pas là la semaine dernière, oui, tu sais. Oui, j'espère qu'elle n'est pas malade. Bonjour. Ombline revient d'un tournage à l'autre bout de la planète et elle est attendue ce soir sur les planches d'un théâtre parisien. Ça va? Je vais poser mes affaires, j'arrive, d'accord? Oui, peut-être ici. Ouais, j'arrive tout de suite. Bonjour. Mais elle tient à sa séance hebdomadaire à l'accueil de jour d'Emmaüs pour les gens de la rue. Il y a 2 semaines, du coup, elle m'avait demandé du Shakespeare. Donc j'ai pris des monologues de Shakespeare et j'ai pris d'autres monologues sur lesquels on travaillait déjà. Chaque semaine, cette comédienne metteur en scène retrouve les GG, Jean-Luc, Marine, Anne et tous ceux qui ont envie de participer librement à l'atelier théâtre proposé par l'Agora. Allez au bout de l'inspire, au bout de l'inspire, au bout de l'inspire. Bloc, monte bien les épaules, Marine. Expire, roule les épaules vers l'extérieur. Un atelier qui stimule la fibre artistique, mais qui permet d'abord de se reconnecter avec un corps souvent délaissé. Pour moi, le travail physique et technique, c'est 95% du boulot, quoi, quasiment, dans une préparation, par exemple. Et je trouve ça hyper important qu'ils en prennent la mesure. Et ils ont aussi, avec ça, des corps qui sont super abîmés. Ils ont un rapport au corps qui est quand même vraiment très particulier. Je veux dire, ils passent leur journée à marcher. Ils ont des fonctions vitales qui sont altérées par le fait qu'ils se nourrissent mal, qu'ils dorment pas, qu'ils picolent, qu'ils se droguent, etc. Et je trouve qu'il n'y a aucun moment où ils essayent de rassembler et juste un tout petit peu prendre conscience de on est là, on a 2 bras, on a 2 jambes, est-ce que ça fonctionne aujourd'hui, est-ce que ça fonctionne pas? Et donc pour moi, ce travail d'échauffement, il vient en même temps que le travail de l'acteur. C'est le bassin qui part en premier, Marine. Là, ici, vraiment. Ombline insiste sur le travail corporel, comme avec des professionnels. Pose. Transfère le poids du corps à droite, genou gauche. Il fait une chaleur. Il fait chaud quand même. De bête. Allez, respirez bien. Et continuez à vous bien respirer, ne vous mettez pas en apnée. Mais GG, quel jeu de jambes, sublime. Des exercices pas toujours faciles à mettre en pratique avec ces comédiens venus de la rue. Alors Ombline a dû s'adapter. L'hiver, ils ont 3 pantalons et 4 manteaux, l'un sur l'autre, quoi. Empilés, tous. Et j'ai mis longtemps avant qu'ils enlèvent couche par couche aussi. Là, on a 3 mètres à faire entre le public et le plateau. Il y en a encore qui viennent avec leur sac, qui font ce trajet-là avec leur sac. Mais parce que déjà, ils sont tout le temps tirés toutes leurs affaires. Donc ils ont souvent tout avec eux tout le temps, même s'ils se déplacent pour aller à la machine à café. Et puis il y a aussi le fait que c'est leur armure, quoi. Vachement compliqué d'un coup d'enlever tout ça, toutes ces couches, pour être dans autre chose. Ah, tu veux choisir une autre phrase, toi? Ouais. Mais on fait d'abord un peu celle-là, après tu écriras l'autre, ok? Choisis là. Vas-y, Gégé. Macha lâcha son châle, attaque bien. Macha lâcha son châle et Charles le Marchal marcha sur son châle. C'est mieux, un peu de volume. Envoie du son. On a une bonne professeure. Elle nous aime bien et on travaille bien avec elle. Puis vous voyez, il y a une bonne ambiance. Toujours en train de rigoler. Puis Ombline, elle nous paye le café. Ça passe le temps quand même. Hein. Ça change les idées. Oh voilà, oh voilà. Alors ça sent, en batterie, justice, je suis perdu. Je suis assassiné. On m'a coupé la gorge. On m'a dérobé mon argent. Qui peut s'être? Il y a de la joie tout le jour.
Mon cœur bat, chavire et chancelle. C'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi. C'est l'amour. Et voilà comment chaque semaine, l'espace d'une matinée, bien articulé Molière devient tout aussi important que de chercher un coin pour dormir ou de dénicher quelques euros pour déjeuner. Ça sent bon par ici, hein? Oui, oui, oui. Ça sent bon. Oui. On a tous les jours nos petits rituels, on va dîner, on va boire, fumer, même draguer. Depuis plus de 20 ans à la rue, les GG connaissent toutes les ficelles du système D, comme ils disent. Entre associations caritatives et structures sociales, ils savent toujours où manger, comme ce soir, dans l'un des restaurants solidaires de la mairie de Paris. Le restaurant là est ouvert toute l'année, mais sauf les jours fériés. Oui, c'est fermé, hein? Oui, jour férié, oui. Et fermé le dimanche. Et du coup, comment vous faites le dimanche? Comme je viens de vous dire, des gens qui nous donnent à manger, ou alors on mange pas, on attend de ce qu'on a dit. On n'a pas de choix. Et comme on n'est pas des voleurs, on ne peut pas les voler au magasin, rien. Donc on peut faire attendre. Ouais, hein. C'est le système des merdes. Oui, le système des... mais c'est très dur, c'est très dur. Hein. Et heureusement qu'on est ensemble, parce que si vous seriez tout seul, vous craquez, hein, parce que c'est trop. C'est ce que je disais ce matin, si tu es tout seul dans la rue, tu gamberges. Ah ouais, ouais. Et il peut t'arriver un pépin. Hein. Tu peux faire n'importe quoi. Tous les soirs, les inséparables GG, comme plus de 110 000 autres personnes sans abri en France, cherchent un endroit où passer la nuit. L'hiver, c'est le métro qu'ils choisissent. Mais en cette période de chaleur estivale, ils confient leur sommeil à Saint-Eustache, en plein cœur du quartier des Halles. Oh la vache, casquette. Ah ouais, ma casquette, ouais. Bah oui, on m'a mis là-dedans. Ah bah j'avais oublié ce matin. Bah oui, il y a quelqu'un qui l'a mis là-dedans. Ah. Bah oui. Bah c'est la preuve qu'il n'y a pas que des voleurs en France. Me voici arrivé à bon port. Dernière étape, c'est s'allonger. Hop. Oui, viens. Bah oui, Viens là, mon petit. Allez, c'est parti. Hop là. Et bonne nuit, les petits. Voilà.